Voilà, donc je vous propose de passer à l'éducation nationale. Alors, on va changer de thème, on est déjà très en retard sur notre timing, hein. Voilà, donc à quoi va ressembler la rentrée 2024? C'est dans 2 mois. Y aura-t-il des enseignants pour toutes les classes? Faut-il maintenir la réforme choc des savoirs visant à établir, comme il a été dit, des groupes de niveau en sixième et en cinquième dans les collèges? Quel avenir pour les cités éducatives? On pense bien évidemment à celle de Douai-la-Clochette-Oisier. Guillaume Honoré. Alors, pour revenir sur l'éducation, c'est un sujet primordial, c'est le plus important. C'est le plus important pour nous, dans la majorité présidentielle, plus exactement chez Horizon. Je pense que c'est l'axe central. Déjà, un élément important, il faut remettre impérativement l'enseignant. L'enseignant doit être l'élément principal. Quand vous parlez école, forcément, il y a des projets qui ont été mis en place avec des classes avec moins de personnes, moins d'élèves. On a fait des classes à 12 personnes. Je me suis renseigné un petit peu, j'ai pris le temps d'aller consulter quelques professeurs, et dans ma profession, j'en croise parfois, qui me disent que c'est la meilleure solution. Ils ont eu de grosses avancées sur certains élèves, où ils avaient des difficultés de lecture, par exemple, ou de dictée. Et grâce à ces classes dédoublées, comme on appelle, ils ont pu progresser un petit peu plus rapidement. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Ça a été mis en place, il faut l'étendre, il faut aller plus loin dans ce niveau-là. Après, on a également l'arrivée, pour les élèves en difficulté, des assistantes qui vont pouvoir aider l'élève. On peut faire cette demande quand l'élève a des difficultés. On a des élèves, par exemple, qui sont dysorthographiques. Vous parlez des AESH? Oui. Ça existe déjà, des AESH? Ça existe déjà, c'est ce que je vous dis. C'est la deuxième corporation. Il faut l'étendre. Il faut l'étendre. Il faut aller Comment, plus loin. Concrètement? Il faut faire plus de recrutement. On a dans notre... ce qui a déjà été amorcé, hein, on n'y est pas encore au bout, mais une politique dans ce niveau, on va dire, avec les AESH, où on cherche vraiment à trouver des AESH pour chaque groupe scolaire. Il faut savoir qu'en plus de pouvoir aider l'enfant, c'est un élément important sur lequel l'enseignant va pouvoir se reposer. L'enseignant doit pouvoir aujourd'hui se consacrer à 100% à ce qu'il doit apporter comme savoir à l'élève, sans mettre de côté les élèves qui à côté ont des difficultés. Et ils sont là pour ça, ils sont importants. Il y avait une partie de la question qui était, y aura-t-il des professeurs dans toutes les classes à la rentrée? On a eu une première déjà politique mise en place. À partir de septembre, vous savez qu'aucun professeur ne sera embauché sous le salaire de 2 000 € net mensuels. C'est une première étape. Maintenant, l'idée, c'est du recrutement. Les quotas ont été augmentés dans les recrutements d'enseignants. On souhaite bien évidemment qu'il y ait un enseignant par classe. Après, je vais être honnête avec vous, on ne peut pas non plus aller chercher l'enseignant par la main sur chaque circonscription. Et je connais la difficulté des maires pour recruter, j'en suis conscient. Des maires pour recruter? Les maires, en fait, dans leurs écoles, dans les écoles primaires, par exemple, ou maternelles, le maire a quand même à cœur à gérer ces écoles. C'est pas pour recruter qui? Le maire recrute qui? Il ne recrute pas, mais je veux dire, pour faire simple, c'est un élément de langage. Mais il est inquiet à chaque rentrée scolaire de savoir si dans ces classes, il y aura bien un enseignant pour faire cours. On est bien d'accord que le recrutement se fait par concours, ça je suis bien d'accord. Monsieur Tesson, si je dis que finalement, pour résumer la pensée du Rassemblement national dans son programme, c'est de dire l'école c'était mieux avant. J'ai l'impression d'entendre un peu cette musique en disant revenons au bon vieux temps. Non, je pense que c'est pas ça du tout. Il faut au contraire aller de l'avant. Alors bon, l'éduc, hein, c'est un peu mon sujet. Je vais le dire comme ça, après 48 ans dans le circuit, à peu près à tous les niveaux de responsabilité. Alors, que l'école va pas bien, je crois qu'on est tous d'accord sur le constat. Le fait est que l'école n'a jamais été aussi inégalitaire, je le déplore, hein, puisque moi-même, en tant que haut fonctionnaire de l'éducation nationale, je ne peux pas me distraire de la responsabilité, de ma responsabilité dans cet aspect-là, dans cette évolution. Bien sûr qu'il y a une absolue nécessité de revenir sur les fondamentaux de l'école. Alors, si c'est retourné en arrière, j'en sais rien, mais en tout cas, ça c'est une réalité absolue. Alors, ce qui est très intéressant dans cette affaire scolaire, parce qu'on présente toujours l'union des droites comme une espèce de, encore une fois, un épouvantail par rapport aux enseignants. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en ce qui me concerne, par exemple, moi j'ai évidemment des discussions du fait de mon expertise du sujet. Le sujet, ça va vraiment être, et on est absolument sur cet aspect-là, de soutenir les enseignants, c'est-à-dire de leur donner le plus possible d'autonomie, de choix dans la manière dont ils veulent travailler. Ça paraît étonnant, mais c'est une réalité. En tout cas, c'est celle que nous devons absolument défendre. Je dis juste un dernier point, Ouais. ça concerne notre région.
Il y a un sujet que les gens n'abordent jamais, c'est un truc un peu technique qui s'appelle la carte des formations. Il faut savoir que c'est un élément essentiel. Qu'est-ce qu'une carte des formations? C'est la manière dont on va faire de la prospective sur les besoins d'un territoire, par exemple par rapport à l'économie, etc. Ça veut dire qu'on va définir des filières en fonction des lycées professionnels, des lycées généraux. C'est un élément extrêmement important et qui doit absolument être regardé avec beaucoup d'attention. On a parlé tout à l'heure des entreprises, de l'emploi, etc. Il y a évidemment une corrélation absolue entre cette carte des formations et l'emploi, entre cette carte des formations et la bonne santé de l'économie. J'ai trop parlé, j'arrête. Non, mais moi je vais vous en poser une et la réponse elle sera vrai ou faux. Le vouvoiement à l'école est déjà obligatoire, vrai ou faux? Il y a des enseignants qui se font tutoyer. Voilà. Est-ce qu'il est déjà obligatoire? Parce que la mesure, c'est de le rendre obligatoire. L'est-il déjà, oui ou bien, non? je pense sincèrement que quand je parle des fondamentaux et d'un retour en quelque sorte à l'autorité, ça passe aussi par des éléments de cet ordre. Ça paraît choquant, mais c'est en tout cas l'ancien instituteur que je suis considère qu'il est bon que l'enseignant... Quelle punition quand puisse il n'est être pas, un quand exemple. quand il n'est pas respecté, quelle punition pour que la mesure soit éducative? Monsieur Dujardin, vous êtes dans la caricature. Non, Je vous pose la question. Êtes dans la caricature. Vous donnez des éléments de programme, de choses qui existent déjà. Le vouvoiement à l'école, ça existe déjà. Moi, je vous pose la question, c'est le vouvoiement, à partir de quel âge? Voilà. À partir de quelle classe? À partir de quelle classe? Voilà, moi je veux bien, mais il faut qu'on précise les À choses. partir de quelle classe? Vous D'accord, savez qu'en maternelle, on tutoie la maîtresse. Jusqu'en CP, CE1, vous savez que la conjugaison du verbe, des verbes à la deuxième personne du pluriel est très compliquée. Donc on accepte les tutoiements jusqu'en CE1, c'est toléré. Comment fait-on? À partir de quel âge? Amar, n'entrez pas dans la caricature, c'est absurde. Ah non, c'est technique. Voilà. Et puis, autre question, parce que là aussi, ce vouvoiement, parce qu'il a été annoncé comme une révolution, déjà obligatoire normalement, est-ce que vous allez le rendre réciproque? Voilà. Est-ce que le professeur doit également vouvoyer en toutes circonstances son élève? Ça, c'est vachement important. Ah ben c'est tout aussi important Là, que les de gars, dire le vouvoiement là, va respecter, là, va remettre l'ordre et l'église au centre du village. Si une c'est annoncé réforme comme ça. scolaire, pour vous, Mais se c'est ce que vous proposez focalise- comme mesure Non, choc. stop. Si cette réforme se focalise sur cet aspect-là, c'est bon. Écoutez, on parle de big band, de l'autorité. Vous parlez de fondamentaux. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur les fondamentaux en termes d'autorité? Est-ce que vous proposez l'uniforme obligatoire, le vouvoiement, alors la suspension de la CAF et des bourses en cas d'absentéisme, en sachant que ça a déjà été expérimenté au temps de Sarkozy et le bilan n'était pas, fameux puisqu'il y a eu plus d'absentéistes. Alors je conteste absolument cette analyse. J'y étais, puisque j'étais membre du cabinet du ministre de l'Éducation sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc il ne faut pas me la faire. Je peux vous assurer que ça a eu un effet. Bien évidemment, ça a été immédiatement annulé par le président Hollande. Alors oui, qu'il y ait besoin d'autorité à l'école, enfin, il faut regarder comment fonctionne aujourd'hui l'école. Il y a des règlements, il y a évidemment une obligation pour les élèves de le respecter, ce règlement. Il fait partie des carnets de correspondance, tout le monde sait ça. Et puis, il y a effectivement des procédures disciplinaires. Et je pense qu'il est... Parce que, comme toujours, je ne vais pas vous citer Lamennais, mais vous savez que c'est la loi qui protège, d'accord? Et c'est son absence de loi qui est mauvaise pour les victimes. Merci. Monsieur Chéreau, alors le Front populaire, au niveau du programme et des propositions. Le sujet de l'école, moi, c'est un sujet qui me passionne. Avec mon équipe à Douai, je trouve qu'on a fait ces dernières années un très beau travail. Évidemment, ce n'est pas nous qui payons les profs, mais une municipalité peut agir sur les tarifs de cantine, sur la mise en place d'un périscolaire de qualité, sur la mise en place d'une cité éducative. Et la cité éducative, ça a du sens. Ça veut dire qu'on est tous ensemble, autour des familles, avec les parents, un collectif d'adultes autour du gamin. On a mis en place un réseau un PRE, programme de réussite éducative, etc. L'éducation, mais ça a été dit par un des intervenants, c'est fondamental, c'est le cœur de la République, c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Et là-dessus, moi je voudrais plutôt avoir une parole positive. J'ai parfois l'impression que certains partis ont peur des enfants. Moi, je veux avoir confiance dans nos générations futures et surtout confiance dans les professeurs qui les encadrent. Je vais très souvent dans des classes, je vais très souvent dans des écoles et je vois des professeurs passionnés, passionnants, qui se démènent, qui font preuve d'une abnégation, d'un sens de la République, qui font preuve d'une créativité extraordinaire. Laissons-les tranquilles, laissons-les inventer,
laissons-les bosser. Nos propositions aujourd'hui, c'est plutôt de se dire, en réalité, en France, l'école, aujourd'hui, n'est pas gratuite. Il y a peut-être un sujet là-dessus. Oui, évidemment, il n'y a pas de droit d'inscription, mais enfin, on paye quand même les fournitures, on paye les sorties scolaires. Pour certaines familles, c'est très compliqué. Même le cartable à acheter, c'est compliqué. Pourquoi pas demain, et c'est notre proposition, l'école totalement gratuite, qui lève cette dernière barrière financière pour certaines familles. Et puis, il faut des profs dans les écoles, mais pas seulement. Il faut des psys scolaires, il faut des infirmières scolaires. On n'en a presque plus aujourd'hui. Est-ce que vous savez que dans chaque classe de France, c'est presque insoutenable de le dire, mais dans chaque classe de France, il y a au moins 2 gamins qui font l'objet de graves maltraitances, physiques, sexuelles, ou simplement d'une vie totalement déstructurée, de carences éducatives graves. Il faut prendre ce sujet à la source, dès la naissance, accompagner les parents, et pas attendre que ça tourne mal pour ensuite criminaliser les mots, mais criminaliser les parents. Il faut les aider, les accompagner, dès le plus jeune âge. C'est comme ça qu'on sauvera des gamins, qu'on les gardera dans l'école, et qu'on en fera demain des citoyens solides, actifs, et capable de bosser. La réforme du collège, à la rentrée, les classes dites classes de niveau, vous en faites quoi? On oublie? C'est important de ne pas orienter trop vite. Parce qu'en plus, quand on oriente trop vite, on sait très bien ce qui se passe. On fait du tri social. On met les enfants des familles les plus aisées sur les rampes de lancement pour les études longues et on envoie les autres dans des études les plus courtes possibles. Laissons leur chance aux gamins des milieux populaires d'aller un peu plus loin, d'acquérir davantage de compétences et de savoirs génériques. L'école, évidemment, elle sert à apprendre un métier, mais elle sert aussi à sortir de sa condition, à s'émanciper, à apprendre, à s'ouvrir l'esprit. Et ça, c'est très important qu'on ne prive pas certains gamins de ça trop tôt. Si on supprime Parcoursup, on le remplace par quoi? On revient comme avant? Question difficile. On voit bien qu'aujourd'hui Parcoursup ne marche pas et que le tri que font certaines universités et certaines écoles privées a toujours lieu. Il faudra travailler là-dessus. Je n'ai pas une solution jusque dans les moindres détails ce soir, mais très clairement le constat est là, oui, Parcoursup ça ne marche pas. Monsieur Honoré, voilà, une petite réaction par rapport à ce qu'il vient de dire. Il y a quelque chose qui me dérange avance. dans l'histoire des classes de niveau. Vous faites un amalgame, Monsieur Chéreau, vous me dites classe de niveau, c'est les enfants défavorisés et les gens favorisés. Les classes de niveau, c'est pas ça, c'est pas par. Il y a des gens. Je parlais de la fin du collège unique vous êtes proposé peut-être par le mal RN, exprimé. Alors, mais les classes de niveau, je suis aussi contre parce que dans une classe mixte, les meilleurs tirent les autres. On peut faire du tutorat, du mentorat et les professeurs savent encadrer ça. Non, mais je veux juste te dire que une classe de niveau, certes, mais c'est pas parce qu'un enfant vient d'un milieu défavorisé qu'il est moins cultivé, qu'il a moins appris. Les deux ne sont pas querellés. On peut avoir des enfants qui viennent de milieux défavorisés et qui sont très intelligents, très intéressés, et ça peut servir. Donc c'est vraiment pas en termes de... Là, on parle pas de finances, on parle pas des parents, on parle vraiment de l'enfant. Mais alors justement, au niveau des... Alors c'est pas des classes de niveau, c'est des groupes de niveau. Des groupes de niveau, en français, oui. en mathématiques. Mais les sondages et toutes les études universitaires ont prouvé qu'un élève qui provient de quartiers populaires avec une classe sociale difficile, de fait aura plus de difficultés dans son apprentissage. Voilà, donc, et c'est pour ça qu'on a créé les REP. Voilà, donc les groupes de niveau aujourd'hui, c'est critiqué par les enseignants, par les syndicats qui parlent d'un retour en arrière et sur une vraie politique de discrimination puisque le groupe les plus faibles seront automatiquement discriminés. En fait, c'est une histoire de point de vue. Je pense que les groupes de niveau, vous le voyez comme ça et les syndicats le voient comme ça. Après, honnêtement, je ne suis pas enseignant. Donc, mais nous le voyons dans la façon où on peut se concentrer, parce que les groupes de niveau restent des groupes petits en termes d'élèves, et ça peut permettre à l'enseignant justement d'approfondir un peu plus les choses, de prendre un peu plus le temps, d'expliquer les choses pour essayer de faire progresser un peu plus l'élève. Parce que dans une classe où il y a 32 élèves parfois, et qu'on a 10 très bons élèves, le professeur peut être tenté d'avancer plus rapidement et d'en oublier quelques-uns. Alors, Monsieur Honoré, vous êtes, excusez-moi, mais vous êtes déjà très en avance dans le temps de parole. Monsieur Bourvoisin, sur ces questions d'éducation, vous êtes très en retard. Oui. Mais pas scolairement, hein. Sur le temps de parole, j'entends bien. Sympa. Moi, je vais vous dire sur l'éducation, je vais prendre mon parcours personnel. J'étais pas bon élève, c'est-à-dire bon élève dans le sens où j'ai eu des difficultés quand j'étais à l'école. Je savais pas très bien compter, j'avais des difficultés en maths. J'ai toujours, moi, primé pour y arriver. J'ai toujours essayé de m'en sortir. Et par quoi? Déjà à l'époque, il y avait ces fameux groupes de niveau. C'est-à-dire que, oui, moi j'ai redoublé une classe, et alors c'est pas très très grave, mais j'ai été dans des groupes de niveau qui m'ont aidé à me pousser, qui m'ont poussé, et aujourd'hui j'en suis très fier, et
Par contre, moi, ce que je trouve dommage aujourd'hui dans l'éducation des enfants actuellement à l'école, c'est que le respect de la République n'y est plus. Le respect de la République, c'est quoi? C'est le respect de notre drapeau français, de notre devise, liberté, égalité, fraternité, de notre Marseillaise, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, comme vous pouvez le voir dans l'éducation nationale, beaucoup de gens, enfin d'élèves défavorisés ne respectent pas forcément les minutes de silence quand on a malheureusement des drames en France. Ça, je trouve ça aberrant. Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez alors en termes de programme? Parce qu'on parle d'autonomie des établissements scolaires, l'enseignement privé doit être respecté. Est-ce que vous pouvez développer quant au respect des valeurs de la République en France? Qu'est-ce que vous comptez faire alors? Moi, les républicains, ce qu'ils comptent faire, c'est tout simplement remettre l'ordre républicain dans les écoles. Comment? Ça commence déjà par directement respecter son professeur à la base, être poli, parce que la plupart des élèves que vous rencontrez aujourd'hui ne disent ni bonjour, ni merci, ni au revoir, que ce soit aux professeurs ou au personnel éducatif. Je trouve pas ça normal. Pour ça, il faudra éventuellement les sanctionner, c'est-à-dire les heures de colle. À ce moment-là, leur dire, vous avez à ce moment-là, vous n'avez pas dit bonjour, vous avez dit quelque chose qui a complètement été, on va dire, aberrant en classe, et pas respecter vos camarades de classe non plus qui ont été, on va dire, qui sont en difficulté, parce que moi j'ai subi aussi des moqueries, hein, de ne pas avoir été bon élève. Tout le monde se fichait un peu de ma tête en disant oui, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Certains professeurs, pareil, disaient la même chose. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui nos professeurs ne soient pas derrière les élèves, justement les encourager au lieu de les enfoncer. Parce que je trouve ça dommage, et je peux vous dire que moi personnellement j'en ai souffert, et d'autres personnes en souffrent encore aujourd'hui, et ça je trouve ça dommage. Il faudrait que, pour moi, les professeurs aient une formation à la base de bienveillance. Merci. Monsieur Flugiger, voulez-vous réagir par rapport à ce qui a été dit? Bah oui, parce que mon voisin parle du respect de la République, mais la République, elle les respecte, les jeunes? Quand on voit la situation de l'école aujourd'hui, qui se dégrade depuis des années, et tous les gouvernements, tous, de droite, de gauche, ils ont contribué à dégrader l'école en donnant pas les moyens pour qu'il y ait une éducation, et en particulier dans les quartiers populaires. Alors voilà, moi ça me révolte, parce qu'on trouve là, et là aussi tous les partis sont d'accord, de trouver des milliards pour augmenter les budgets militaires, ça on trouve. Mais pour l'éducation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, on va envoyer nos enfants, là, ceux qui sont à l'école aujourd'hui, et Emmanuel Macron en a parlé, et les autres, ils disent la même chose, en fait. Demain, on va envoyer nos enfants dans les tranchées pour défendre les intérêts de qui? De Bolloré? De Renault? De la BNP? Parce qu'on nous parle de la guerre en Ukraine, par exemple. Moi, je veux en dire un mot. En Ukraine, aujourd'hui, si la France, elle est dans cette guerre, c'est bien parce qu'il y a des intérêts économiques français. On nous parle des poulets ukrainiens là, qui viennent concurrencer, soi-disant, les poulets français. Vous savez qu'il y a au capital des poulets ukrainiens? Il y a des banques françaises. Alors, les histoires de nation, de défendre la patrie, etc., c'est n'importe quoi. Là, aujourd'hui, on laisse les enfants avec une éducation au rabais, et demain, on leur mettra un uniforme sur le dos pour qu'ils aillent, avec leur peau, défendre les intérêts des plus riches dans les tranchées. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors, quel budget pour l'éducation nationale? Mais comment ça, quel budget? Quel budget Hello voudrait mettre en place pour l'éducation nationale, sachant que c'est le deuxième portefeuille au niveau du gouvernement? Quels seraient les montants des budgets alloués justement à l'éducation nationale pour en faire une priorité? J'ai lu récemment, puisque ça vous intéresse que je parle des milliardaires, mais que les 3 dernières années, les 42 milliardaires ont augmenté leur fortune de 210 milliards d'euros. Eh bien, 210 milliards d'euros pour l'éducation. C'est mon budget. Voilà, je tiens à signaler que je suis très intéressé par ce que les 5 candidats disent au cours de notre débat. On va consacrer... Après, un petit point quand même. Le budget de l'éducation, aujourd'hui c'est 64 milliards d'euros. Hein. On en est loin, c'est 64 milliards d'euros.